Ce podcast est une production du CHEM Santé. Nous vous souhaitons une bonne écoute. Comment accompagner au mieux les patientes et les patients qui vivent un deuil périnatal ? Dans cette série d'épisodes du podcast du CHEM Santé, partons à la rencontre de soignants qui partagent avec vous leurs pratiques, leurs questionnements. Se rendre pour la première fois chez une patiente en postpartum et découvrir qu'elle vit un deuil périnatal. Suivre un patient qui a besoin de soins infirmiers pendant plusieurs semaines et apprendre que sa compagne et lui s'apprêtent à vivre une interruption médicale de grossesse. Passer l'effet de surprise. Comment accueillir cette nouvelle ? Quels gestes, quels mots, quelle posture privilégier pour leur montrer qu'on est à l'écoute, qu'on est disponible, même si ce n'est que quelques minutes ? Toutes ces questions, nous les avons posées à Marie Tessier, infirmière, puéricultrice. Exerçant aujourd'hui en libéral, Marie Tessier a travaillé pendant de nombreuses années en réanimation néonatale et connaît bien les besoins des femmes et des hommes qui vivent un deuil périnatal. Dans ce 5e épisode du podcast du CHEM Santé, elle revient sur les différentes façons d'accompagner au mieux et en douceur celles et ceux qui vivent cette épreuve afin de les aider à cheminer dans leur deuil. Les infirmiers et infirmières peuvent être confrontés à la question du deuil périnatal en milieu hospitalier, mais quand on exerce en libéral, on peut aussi rencontrer cette réalité du deuil périnatal en fonction du parcours des patients, des patientes. Selon vous, Marie Tessier, pourquoi est-ce que le fait d'être confronté au deuil périnatal peut mettre en difficulté les infirmiers, les infirmières en libéral ? Alors, je pense que le principal souci qu'il va y avoir, c'est le manque de connaissances sur le fait que le deuil périnatal existe. C'est vrai que dans la tête de beaucoup de personnes, tout ce qui a trait à l'enfant est quand même assez éloigné de la mort. Donc, je pense que la principale difficulté pour le soignant, ça va déjà être la surprise, de se retrouver confronté à cette information sans s'y attendre. La seconde difficulté, c'est le manque de temps. C'est quelque chose qu'on va retrouver aussi dans les services actuellement à l'hôpital, le manque de temps, sauf que dans les services, il y a une continuité de soins avec une équipe qui prend le relais. Et en tant qu'infirmier à domicile, on manque de temps parce qu'on a une grosse liste de patients avec beaucoup de soins à faire. Et donc, on n'aura peut-être pas le temps nécessaire pour accompagner de façon adaptée. Alors, l'effet de surprise et le manque de temps, c'est peut-être d'ailleurs ce qui a mis en difficulté l'infirmière de Céline, dont nous allons écouter le témoignage. Céline a vécu 2 arrêts naturels de grossesse et lorsqu'elle apprend qu'elle est de nouveau enceinte, elle a un traitement quotidien par injection, un traitement qui se poursuivra pendant plusieurs jours après l'accouchement. Ces injections, en fait, elles sont réalisées par 2 infirmières qui se relaient à son domicile tous les jours. Mais à 16 semaines d'aménorrhée, Céline apprend que son bébé est porteur d'une anomalie chromosomique, ce qui va mener à une interruption médicale de grossesse, une IMG, 2 semaines plus tard. Au moment du diagnostic, Céline doit donc continuer les injections, mais elle prévient les infirmières qu'elle préfère les réaliser toute seule. Les 2 soignantes, à ce moment-là, accueillent la nouvelle de manière très douce, avec beaucoup d'empathie. En plus, Céline a été formée par l'une d'entre elles à faire ses injections toute seule lors de ses déplacements professionnels. Mais on est en plein mois d'août. Quelques jours après son IMG, Céline ne parvient plus à se piquer. Ses infirmières sont en congé, Céline les contacte et elles transmettent le message à leur remplaçante qui va venir le lendemain. Donc Céline est clairement soulagée de savoir qu'une personne va pouvoir intervenir pour l'aider et je vous laisse écouter son témoignage parce que ça ne se passe pas du tout comme elle l'avait envisagé. Elle arrive, elle me demande ma carte de sécurité sociale et mon ordonnance, direct. Et à ce moment-là, je lui explique un peu la situation. Et tout de suite, elle tique et elle me dit non, l'ordonnance, il m'en faut une autre. Je peux pas vous piquer avec cette ordonnance-là. Je tombe des nues parce qu'elle me dit vous n'êtes plus enceinte. Donc cette phrase déjà m'a assommée complètement. Je lui dis non, je suis plus enceinte justement. Et c'est là qu'elle compare à une ordonnance qu'on aurait chez le kiné en me disant oui mais vous comprenez bien, là c'est plus la même situation. Aujourd'hui vous n'êtes plus enceinte. C'est comme aller chez le kiné avec une ordonnance pour le pied alors que c'est le poignet qui a un souci. Là je comprends qu'on n'est plus du tout dans le même monde.
Elle ne peut pas prendre cette responsabilité si je fais une réaction au produit. Donc à ce moment-là, je fonds en larmes parce que je me dis, «Il va falloir y retourner, il va falloir que je me pique toute seule et je suis abandonnée, vraiment». Et elle me répond: «Mais non, vous n'avez pas à vous piquer, allez aux urgences du CHU. Ils vont vous faire l'injection et ils vous donneront une nouvelle ordonnance et là, du coup, je pourrai, revenir demain». Alors là, c'est pareil, c'est encore une gifle, retourner au CHU, les urgences. Moi, les urgences avec mes 2 premiers arrêts naturels de grossesse, je les connais et plus mon accouchement, quelques jours avant, c'est impossible pour moi d'aller au CHU et je lui réponds, même pas sur ce niveau-là, je lui réponds en lui disant: «Mais les urgences ont autre chose à faire». Quand je me suis rappelé justement, la scène, je me suis dit: «Elle s'est même pas assise, en fait». Elle a même pas pris le temps de me dire: «On s'assoit, on racontez-moi» ou je sais pas ou après j'essayais de me refaire le film en me disant: «Qu'est-ce qu'elle aurait pu faire aussi?» Je comprends qu'on n'est pas du tout dans le même monde, dit Céline à propos de l'infirmière qui est venue chez elle. Qu'est-ce qu'il s'est passé selon vous pour votre collègue à ce moment-là, quand elle s'est retrouvée confrontée au deuil périnatal de la patiente chez qui elle venait pour une injection? En fait, ce qui a dû se produire, c'est que c'était l'été, qu'elle était remplaçante et qu'en fait, elle a peut-être pas eu le temps ou la possibilité de voir exactement à quoi correspondaient tous les patients chez lesquels elle allait aller. Ensuite, je pense que ce qui a été compliqué pour elle, c'est que dans les soins qu'on va faire en libéral, il y en a qui prennent pas beaucoup de temps et donc elle a dû arriver chez cette patiente avec cette idée que ça allait être rapide, qu'il y avait une injection et qu'elle repartait. Peut-être qu'elle a pris en pleine face cette annonce de deuil. Peut-être que chez elle, ça a réveillé des choses qui étaient très difficiles ou tout simplement une méconnaissance de la conduite à tenir pour accompagner ce genre de situation qui n'est pas commune. Et du coup, on sent qu'elle s'est protégée. Ça veut dire que son cerveau, il est parti en fuite dans la procédure et dans le protocole administratif. Céline dit aussi à la fin de son témoignage: «J'essayais de me refaire le film en me disant qu'est-ce qu'elle aurait pu faire». Je vous retourne la question, Marie. Beaucoup de soignants, d'infirmiers, d'infirmières se demandent peut-être qu'est-ce que j'aurais pu faire à sa place dans de telles circonstances. Effectivement, être formé et essayer de pouvoir anticiper ce genre de situation pour se dire comment je réagirais. Comme ça évite d'avoir cet instant de sidération où on passe en mode automatique et le mode automatique souvent, c'est l'administratif. Et effectivement, elle est tellement dans son truc automatique qu'elle renvoie vers les urgences et Céline a raison, c'est absolument pas adapté d'aller surcharger les urgences pour ça et finalement le meilleur relais, ça va être le médecin de proximité, le gynécologue, éventuellement une sage-femme qui va connaître, comprendre la situation et après régler l'administratif de la prescription. Donc voilà, qu'est-ce qu'elle aurait dû faire et dire, déjà: «Oh écoutez, je suis vraiment désolée, pour ce qui vous arrive». Voilà, c'est juste une petite phrase de compassion. Lorsqu'on vient de vivre un deuil périnatal, c'est tellement inimaginable, qu'il faut pouvoir l'ancrer dans la réalité et le dire, en fait, est très violent, mais le fait de pouvoir le dire et d'avoir une réponse de quelqu'un en face, c'est une espèce de reconnaissance de ce qui s'est passé. Sinon, en fait, ça n'a pas existé et du coup, juste de prendre le temps de s'asseoir en disant: «Bon alors, regardons ce qu'on peut faire». Prendre une chaise pour s'asseoir n'implique pas qu'on va rester une demi-heure. On peut s'asseoir juste pour 2 minutes, mais le fait de poser, de se poser, ça montre qu'on est à l'écoute et qu'on prend le temps. Même si on se relève 2 minutes après, voilà, on a regardé, l'ordonnance en étant assise et c'est tout à fait différent de la regarder en étant debout. Voilà et puis, ça permet peut-être aussi de souffler et de se demander: «Alors attends, ouh là, je viens de me prendre un truc dans la figure, où j'en suis?» Écoutons maintenant Lucille, qui, de la même manière que Céline, fait la rencontre d'une infirmière à l'occasion de son deuil, parce qu'elle a aussi besoin d'injections pendant quelques jours après son accouchement par césarienne de son bébé décédé. Et voici comment le lien de confiance se tisse. À chaque fois qu'elle venait, elle posait simplement sa main sur la mienne et ça, c'est un geste qui, dépourvu de paroles, est extrêmement bienveillant et que j'ai beaucoup apprécié. Quitter la maternité, ça a été compliqué parce que je me sentais bien avec les professionnels de santé qui m'entouraient, parce que j'avais peur de me retrouver seule et le fait qu'elle passe tous les jours, ça m'a fait beaucoup de bien et je me suis sentie soutenue.
En tout cas, elle a pris en compte ma tristesse, mon malheur, mon deuil. Et de savoir qu'elle allait passer tous les jours, c'était important pour moi. C'était un moment que j'attendais dans la journée. Quand on écoute les mots de Lucille, on se rend compte à quel point ces moments quotidiens avec l'infirmière ne se réduisent pas aux gestes techniques et rapides de l'injection. L'infirmière ici, elle a une présence qui est importante. En fait, Marie, le moindre petit geste peut prendre une dimension énorme pour le patient ou la patiente qui vit un deuil périnatal. Des fois, on va aller chercher vraiment tout ce qu'on pourrait faire pour être soutenant. Et finalement, la réponse, elle est sous nos yeux, une main posée, un regard un peu appuyé, vraiment une écoute active. C'est hyper important et c'est une façon d'être qui va vraiment plus nous accompagner que vraiment le soin tel quel, quoi. Et donc, effectivement, on entend que sortir de l'hôpital, c'était se sentir vraiment toute seule, mais elle n'avait pas ce besoin de médicalisation, elle avait juste ce besoin de se dire: «Il y a un soutien, il y a une écoute». Ça raccroche à la réalité dans des moments où on se décroche un peu. Il s'agit à chaque fois de visites à domicile, même si on peut être exposé au deuil périnatal à l'occasion d'une consultation en cabinet. Se rendre à domicile, c'est aussi entrer littéralement dans l'intimité du patient ou de la patiente qui est en train de vivre cette épreuve. Est-ce que finalement les soignants et les soignantes s'exposent encore plus dans ces moments-là? Alors c'est certain que le cabinet, il va, être beaucoup plus froid, beaucoup plus médical, hein, même si c'est un super petit cabinet. Mais en gros, c'est le patient qui vient avec ses soucis dans un endroit qui est neutre et quand il repart, les soucis, ils repartent avec lui, en fait, hein, ça reste pas dans le cabinet. Ça n'empêche pas qu'on peut être extrêmement touché par ce qui se passe, faire preuve d'empathie et accompagner de façon tout à fait adaptée, sans aller au domicile du patient. Par contre, c'est vrai que je vous rejoins, le fait de faire des visites à domicile, on est directement dans l'univers du patient et d'ailleurs, c'est sûr que l'accompagnement, il va être, beaucoup plus personnalisé et qu'on sentira peut-être beaucoup plus profondément en nous, ce que la personne, elle vit. Mais du coup, inversement, en tant que soignant, aller à domicile chez les gens, ça peut être un peu violent aussi et on va être beaucoup plus happé, touché par leurs émotions et par ce qu'ils vivent. Parce que, justement, on va voir, il y aura pas que la femme, mais il y aura peut-être, les grands-parents qui seront là, le conjoint, la fratrie, donc ce qui peut être violent pour le soignant, mais en même temps une force pour accompagner de façon individualisée et beaucoup plus adaptée. Justement, je rebondis sur vos mots, car c'est d'un accompagnement individualisé qu'a bénéficié Soline, dont on va écouter le témoignage maintenant. Soline a vécu une IMG en cours de deuxième trimestre de grossesse, mais contrairement aux 2 témoignages précédents, elle ne rencontre pas l'infirmière après le drame, mais bien en amont. En fait, c'est le mari de Soline qui a besoin de soins infirmiers. Il a la jambe cassée, c'est lui qu'une infirmière vient soigner quotidiennement. Au début du parcours de soins, Soline est enceinte, tout va bien, l'infirmière la rencontre, il y a déjà un lien qui se tisse. Mais à un moment donné, il y a un point de bascule dans la grossesse et l'infirmière devient le témoin de ce qu'il se passe dans cette famille, dans ce couple, car elle se rend chez Soline et son compagnon peu de temps après l'annonce d'un problème chez le bébé, une annonce par une sage-femme libérale à l'occasion d'une échographie. Et quand l'infirmière arrive pour sa visite, elle les retrouve complètement sonnés, sidérés, en pleurs, complètement perdus. Au fur et à mesure des semaines qui vont mener à une IMG, l'infirmière, qui a exercé en réanimation néonatale comme vous, Marie, devient petit à petit une accompagnatrice de ce deuil auprès du conjoint, mais aussi et surtout auprès de Soline, qui n'était pas sa patiente. Elle prend le temps du coup de nous écouter, de juste mettre des mots sur ce que c'est que le service du diagnostic anténatal, de prendre ma tension, de nous parler en fait. Je crois que c'était juste ça. On s'est tellement pris l'annonce violemment en mode merci, au revoir, que de reparler en fait un peu de ça, d'avoir une écoute. Je crois que déjà rien que ça en fait, ça nous a fait du bien. Et du coup, en attendant les rendez-vous, etc., tous les jours, elle avait un mot pour nous. Elle regardait, elle vérifiait comment j'allais et tout ça. Je me suis fait hospitaliser, on est revenu à la maison. Et là, elle est revenue à nouveau, hein, parce que de toute façon, mon conjoint, il en avait pour un moment encore. Elle m'a parlé du postpartum, parce que,
On m'en avait déjà parlé un peu à l'hôpital, mais c'est vrai que les rendez-vous de suivi étaient dans longtemps et c'était plus par rapport à l'analyse du placenta. Enfin, c'était plus dans le dépistage et le diagnostic. Et là, ce que j'ai trouvé gentil, c'est qu'elle a pris le temps de m'expliquer ce que c'était qu'un postpartum et ce qui m'arrivait. Et ce qui m'a vraiment fait du bien, c'est son écoute, c'est l'empathie que j'avais pas eu de la part ni de la sage-femme échographe, ni de la sage-femme qui me suivait. Enfin voilà, c'est un peu ce suivi et ce réconfort que j'avais pas eu. Elle l'avait fait à leur place et enfin vraiment, j'allais pas bien, donc enfin, elle a pris le temps en fait d'être là pour nous. Et en plus de pas nous laisser dans ce vide, dans ce flou. On était perdus, on savait pas du tout ce qui allait nous arriver. Et voilà, cette écoute, ces explications, cet accompagnement, ça m'a vraiment, vraiment fait du bien. Et à mon conjoint aussi, hein, vraiment. À travers les mots de Soline, on comprend que l'infirmière, elle pallie un manque d'accompagnement, un manque d'écoute. Et ses compétences techniques, mais aussi et surtout ses compétences humaines, sont une véritable bouée de sauvetage. Peut-être que cette infirmière, elle est très à l'aise pour faire ça, mais ce n'est pas le cas de tous vos collègues. On ne peut pas toujours avoir les ressources en termes de temps, en termes d'émotion, pour aller jusqu'à ce niveau-là d'implication. Qu'est-ce qu'on peut retenir dans tous les cas de ce témoignage, Marie ? Je pense que en fait, les soignants, les infirmiers, ça fait partie un peu de leur cœur de métier, de leur pratique quotidienne, de reprendre ce qui a été trop vite ailleurs à l'hôpital. On a besoin vraiment de cette répétition pour comprendre ce qui se passe et puis parce que c'est quand même des fois assez théorique, hein, tout ce qui est administratif, par exemple, mais aussi le suivi, de dire comme on n'est pas dans un schéma normal. Là, on parle du postpartum, de dire: «Ah bon, mais il y a un postpartum, mais j'ai pas eu de bébé». Oui, mais enfin le corps a quand même porté une grossesse et effectivement, il faut faire ce suivi-là. Donc c'est le rôle du soignant de reposer un cadre de soins. Cette infirmière-là, elle était très à l'aise parce qu'elle était en réa et que finalement le deuil lui parle, mais en même temps, elle est aussi très à l'aise parce que ça fait partie de la compétence infirmière de reposer les choses. Et là, ce qui a été très compliqué pour ce couple, c'est cette annonce un peu brusque en disant bon il faut du diagnostic périnatal, comme elle dit bonjour au revoir, enfin, c'est terminé. Soline avait besoin qu'on accompagne et qu'on prenne le temps. Et elle devait être un peu choquée, donc je pense que l'infirmière s'est dit: je vais prendre une tension parce que comme ça, je vérifie qu'elle va bien quand même». Et puis elle reste encore enceinte, hein, elle a pas accouché, donc on vérifie la tension. Et justement, la prise de tension, ça relève du geste médical, est quelque chose qui a beaucoup marqué la patiente. La tension, en fait, elle était peut-être pas nécessaire, mais on entend dans le témoignage de Soline que ça l'a sauvée, qu'on lui fasse un soin. C'est un peu comme si on lui avait annoncé un deuil et puis il y a rien derrière, on n'a même pas vérifié on n'a pas pris soin d'elle, en fait. Et finalement, cette prise de tension de la part d'une infirmière, c'est reconnaître son statut de soigné qui va pas bien et qui a besoin qu'on l'accompagne. Donc ça rejoint ce qu'on voyait avant, qu'il y a des petits gestes qui sont anodins, mais qui vont énormément compter pour les patients. C'est-à-dire que cette surveillance de tension, c'était peut-être juste histoire de vérifier que tout allait bien, mais pour Soline, c'était beaucoup plus que ça. C'était on prend soin de moi et on m'accompagne en fait, voilà. Un dernier témoignage maintenant, celui de Chloé. Chloé souffre d'une maladie qui nécessite la venue d'une infirmière tous les jours. Avant d'être malade, Chloé a essayé à plusieurs reprises d'être enceinte, sans succès, et elle commençait en fait à faire le deuil d'une grossesse. Mais elle découvre qu'elle est enceinte en plein traitement de sa maladie, alors qu'elle prend des médicaments tératogènes. Cette grossesse est complètement imprévue, en fait. Et son infirmière, elle est témoin de ce qu'il se passe à partir de ce moment-là. La découverte de la grossesse et tout le cheminement qui mène Chloé à interrompre cette grossesse à la fin du premier trimestre. Je le précise, Chloé a eu recours à une IVG, une interruption volontaire de grossesse, et non à une IMG. En revanche, selon les cas de figure, la frontière peut être très poreuse entre les deux. En fait, dans le cas de Chloé, il y a des risques de malformation pour le bébé, compte tenu des médicaments tératogènes, mais il y a aussi le fait que Chloé est très affaiblie par cette grossesse, qui présente clairement des risques pour sa propre santé.
Dans le cas des IMG, il est possible d'avoir recours à une interruption médicale de grossesse lorsque la santé de la femme enceinte est en jeu, mais Chloé s'oriente vers une IVG parce que le protocole est plus rapide et que cette grossesse devient clairement dangereuse pour elle. Je vous laisse écouter son témoignage et la manière dont l'infirmière a été présente pour elle. Mon infirmière, elle me suit en fait dans le cadre de mon traitement. Il y a une confiance en fait qui s'installe et donc je lui explique la situation. Elle trouve les mots justes en fait. C'est-à-dire que à chaque fois elle me dit c'est votre décision, elle vous appartient. Votre décision, peu importe, elle sera la bonne, elle sera la plus juste en fait en fonction de vous et de vous seul. Et là en fait je me retrouve à devoir prendre la décision la plus difficile de ma vie, qui est à l'opposé de ce que moi je souhaite. Elle a été soutenante, elle a jamais jugé, elle a été présente du début à l'après, puisque mon traitement ne s'arrêtait pas à la fin de l'interruption de grossesse. Dans sa façon d'avoir été présente, c'est un tout, c'est son attitude, ses mots, le respect aussi, le non-jugement. Je trouve que ça a été très très important parce que partout où on allait, j'avais l'impression qu'il y avait un jugement. Le témoignage de Chloé montre bien la pluralité des vécus, la pluralité des réalités médicales aussi, qui peuvent amener à vivre un deuil périnatal. Ce témoignage, Marie, il montre surtout que l'écoute, l'empathie, l'absence de jugement, ce sont en fait les choses les plus précieuses pour les personnes qui vivent ce deuil. Oui, bien entendu, l'écoute, elle est vraiment inestimable et ce que j'aime beaucoup, c'est que l'infirmière lui a dit: «En fait, le bon choix que vous allez faire, c'est celui qui va vous correspondre à vous. On n'est pas là pour imposer notre choix, notre croyance et notre décision aux patients qu'on accompagne. On est là pour leur apporter le soutien nécessaire» et c'est vraiment ce qui ressort de ce témoignage. C'est-à-dire que la soignante, elle lui a pas dit: «À votre place, je ferais ça», alors qu'on serait tenté, hein. Je veux dire des médicaments qui sont, tératogènes, le soignant va dire: «Mais vous vous rendez compte, on va pas faire courir ce risque-là à ce bébé». Elle est pas du tout rentrée là-dedans, en fait. Elle est restée vraiment dans une écoute et on entend que ça a vraiment soulagé et porté Chloé, avec ce qu'on retrouve dans tous les témoignages, en fait, cette bienveillance, cette écoute et surtout, c'est ce qu'elle dit, cette présence du soignant. Pour terminer, Marie, quelles sont les clés, les conseils que vous pourriez transmettre à vos collègues, déjà pour qu'il y ait un lien de confiance qui puisse se tisser avec leurs patients, avec leurs patientes, mais des conseils pour que eux aussi, en tant que professionnels, puissent se sentir en sécurité émotionnelle dans ces moments où ils accompagnent le deuil périnatal? Je pense que déjà, en tant que soignant, il faut peut-être prendre le temps de s'interroger soi-même en se demandant où j'en suis moi-même par rapport à ce concept de deuil périnatal. Est-ce que ça me fragilise par rapport à mon vécu, par rapport à un vécu d'un proche, voilà. Donc quel état émotionnel ça peut me mettre? Et ensuite, soit c'est quelque chose d'insupportable parce qu'on peut soi-même avoir été touché par cette épreuve et du coup être incapable d'accompagner. Et donc, le deuxième conseil, c'est d'avoir les ressources adaptées pour pouvoir réorienter. Parce qu'un bon soignant, c'est pas quelqu'un qui soigne tout, c'est aussi quelqu'un qui est capable de dire: «Là se pose ma limite. Par contre, je vous réoriente vers quelqu'un qui aura plus d'expertise que moi, vers les associations, vers les collègues, vers d'autres professions qui pourront seconder les mamans». Et puis finalement, quand on sait pas trop, on contacte la maternité de son secteur et puis on demande à la maternité quelles sont les associations locales ou nationales. Ce qui est intéressant aussi et qui est primordial en tant que soignant, on l'a vu, c'est cette prise de temps, sachant que le temps n'est pas une question de minutes, mais vraiment une question d'attitude vis-à-vis du patient, c'est-à-dire se rendre disponible. Et on peut avoir 5 minutes d'entretien qui vont être extrêmement riches et très soutenants. Et c'est vraiment important de bien faire cette différence entre la présence, l'attitude d'écoute et la durée que ça nécessite. Prendre le temps de s'asseoir et d'utiliser tout ce qui va être non verbal et qui, on l'a entendu à travers les témoignages, font énormément de bien. Avoir un appui gestuel, un regard d'écoute, tout ce genre d'accompagnement parallèle va vraiment aider.
Pour résumer, voici quelques éléments que vous pouvez garder en mémoire si vous êtes infirmier ou infirmière libérale et que vous êtes amené à accompagner des personnes qui vivent un deuil périnatal. Si le ou la patiente évoque son deuil et la perte de son bébé, n'hésitez pas à vous asseoir. Ainsi, vous lui montrerez que vous êtes disponible pour l'écouter. Comme le dit Marie Tessier, cela vous permettra également de souffler et de reprendre vos esprits. Pouvoir ensuite prononcer une petite phrase comme « Je suis désolée pour vous » fera toute la différence. Votre patient ou votre patiente verra que vous avez pris acte de la réalité qui est la sienne et de l'épreuve qu'il ou elle traverse. Si l'écoute est primordiale dans l'accompagnement, les gestes médicaux, même les plus simples, peuvent aider les patientes encore enceintes ou en plein postpartum, sans leur bébé. Prendre la tension d'une femme qui vient d'accoucher, c'est une manière de lui faire comprendre qu'on prend soin d'elle, à un moment où la dimension corporelle de ce deuil est souvent mise de côté. Enfin, essayez d'anticiper le fait qu'un jour, vous serez peut-être confronté au deuil périnatal d'un ou d'une patiente. Avoir à votre disposition des contacts de collègues, de sages-femmes formés à cette question, d'associations locales ou nationales sur le deuil périnatal sera peut-être sécurisant pour vous. Vous pourrez ainsi les transmettre à vos patients qui traversent cette épreuve et ainsi les accompagner. Un grand merci à Marie Tessier, infirmière diplômée d'État et puéricultrice, pour sa participation au podcast du CHEM Santé. Retrouvez très prochainement de nouveaux entretiens avec des médecins généralistes, pharmaciens et psychiatres. Des entretiens dans lesquels un professionnel de santé partage avec vous son expérience à propos de l'accompagnement des patientes et des patients qui vivent un deuil périnatal. À très bientôt. Vous venez d'écouter un épisode du podcast du CHEM Santé.